Bonsoir, chers auditeurs du soir. Ce soir, je vous raconte une histoire qui change un peu de ce que je vous propose habituellement. Mais je ne peux pas en dire plus, au risque de vous dévoiler la fin. J'espère que ce genre d'histoire vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à construire l'intrigue. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette histoire. Je vous souhaite une bonne écoute. Ernest. Chapitre 1. La disparition. Le bourdonnement régulier des réacteurs emplissait la cabine. Un murmure continu, presque apaisant. Le vol Paris-Singapour, long de 12 heures, offrait un entre-deux, suspendu dans les airs, loin de la terre ferme, mais pas encore arrivé à destination. Louise Garnier observait sa fille, Clara, qui sautillait dans l'allée centrale de la classe économique, vêtue de son pull bleu ciel et d'un pantalon rouge. Sa peluche lapin serrée contre elle, Clara riait en jouant à cache-cache avec une petite fille du siège voisin. Louise se permit un sourire. Après les turbulences de ces derniers mois, ce voyage représentait une pause. Elle avait promis à Clara une escapade à Singapour, loin du tumulte de Paris et des contraintes de sa vie d'écrivain à succès. Mais même dans cet espace confiné, les tensions ne l'abandonnaient jamais complètement. À mesure que l'avion avançait dans la nuit, elle essayait de calmer son esprit. Clara, en revanche, s'épanouissait dans cette bulle d'aventure. « Maman, compte jusqu'à 20 !» cria Clara en disparaissant derrière un rideau qui séparait la section économique des toilettes. Louise rit doucement et commença à compter à voix basse. À mesure que l'avion avançait dans la nuit, elle essayait de calmer son esprit. Clara, en revanche, s'épanouissait dans cette bulle d'aventure. Elle ferma les yeux. Louise termina son décompte, un sourire amusé aux lèvres. Elle ouvrit les yeux et commença à chercher Clara. Le jeu était familier. Clara adorait se faufiler entre les sièges, se cacher sous les tables pliantes ou derrière les rideaux. Louise parcourut l'allée centrale, jetant des coups d'œil rapides entre les rangées. Rien, pas de Clara. Elle continua jusqu'au bout de la section économique, mais sa fille ne semblait nulle part. Un léger frisson lui parcourut l'échine. Elle refit le chemin inverse, interrogeant d'un regard les passagers qui, pour la plupart, somnolaient ou regardaient distraitement leurs écrans. Louise appela le prénom de sa fille, sa voix se teintant d'une inquiétude grandissante, mais seul le bourdonnement des réacteurs lui répondit. Aucun mouvement, aucune silhouette familière ne se dessina dans l'allée centrale. Un steward, Éric Morel, remarqua son agitation et s'approcha, son sourire professionnel masquant une légère perplexité. Louise expliqua brièvement la situation, précisant que Clara jouait à cache-cache avant de disparaître. Éric fronça les sourcils en écoutant, puis assura que l'avion était sécurisé et qu'il allait prévenir ses collègues pour l'aider à chercher l'enfant. Louise acquiesça, mais son cœur battait déjà à tout rompre. Elle savait que Clara n'était pas une enfant à s'éclipser ainsi sans prévenir. Chaque seconde qui passait rendait l'atmosphère plus lourde. Les lumières tamisées de la cabine semblaient projeter des ombres inquiétantes, et le bruit des réacteurs devenait un bourdonnement oppressant. Quelques minutes plus tard, Éric revint, accompagné d'une hôtesse, Lina Santos. Nous avons fouillé les compartiments voisins
et vérifier les toilettes. Elle n'y est pas. Peut-être qu'elle s'est glissée vers l'avant de l'avion? Louise sentit son souffle se couper. C'était impossible. Clara avait peur d'aller trop loin toute seule. Elle serra son foulard pour contenir sa nervosité et suivit l'équipage dans une exploration méthodique de l'appareil. Le sentiment d'irréalité grandissait à mesure qu'il fouillait chaque recoin. Clara semblait s'être évaporée. Le commandant du vol, Victor Aubry, fut alerté. Une annonce discrète fut diffusée, demandant à tous les passagers de vérifier sous leur siège ou dans leur compartiment à bagages. Le personnel de bord redoubla d'efforts, scrutant chaque coin et posant des questions. Mais rien. Clara restait introuvable. Louise s'effondra dans un siège vide, son visage blême. Sa fille ne pouvait tout simplement pas avoir disparu dans un avion scellé à 10 000 mètres d'altitude. Et pourtant, c'était exactement ce qui semblait s'être produit. Chapitre 2. L'arrivée d'un enquêteur atypique. Le chaos discret s'installait dans la cabine. Les murmures des passagers s'amplifiaient à mesure que l'équipage fouillait les recoins de l'avion. Chaque interstice, chaque compartiment était exploré avec une minutie presque obsessive. Mais l'absence de Clara demeurait un mystère insondable. Et plus le temps passait, plus Louise Garnier sentait l'étau de l'angoisse se resserrer. Assise dans un siège près de l'allée, les mains crispées sur la coudoir, elle fixait le vide avec une intensité presque douloureuse. Elle écoutait vaguement les annonces rassurantes de l'équipage et les mots polissés destinés à calmer les passagers. Rien de tout cela ne la touchait. Sa fille était introuvable. Comment pouvait-elle disparaître dans un espace aussi hermétiquement clos qu'un avion de ligne en plein vol? Ce fut à cet instant que Pierre Marchand fit son apparition. Ce fut à cet instant que Pierre Marchand fit son apparition. La stature imposante de cet homme d'une cinquantaine d'années semblait délibérément calculée pour inspirer confiance. Ses cheveux grisonnants étaient coupés courts et un regard perçant contrastait avec son visage fatigué, creusé par des années passées à résoudre l'insoluble. Responsable de la sécurité du vol, il avait été appelé par le commandant Victor Aubry pour prendre en charge cette disparition inexplicable. D'un geste énergique, Pierre salua l'équipage avant de s'approcher de Louise, qui releva la tête comme si elle venait d'être tirée d'un cauchemar. Sans préambule, il s'assit à ses côtés. Ça n'était pas une approche conventionnelle, mais Pierre était tout sauf un homme de convention. « Madame Garnier, je suis Pierre Marchand, en charge de la sécurité sur ce vol. Nous allons faire tout ce qui est possible pour retrouver votre fille. Pour commencer, j'ai besoin que vous m'aidiez à reconstituer les événements. » Louise sentit son souffle s'accélérer. Louise expliqua, d'une voix hachée par l'émotion, que Clara jouait à cache-cache avec insouciance. Elle avait couru vers l'arrière de l'avion, s'éclipsant entre les rangées, mais elle n'était jamais revenue. Pierre hocha la tête sans la quitter des yeux. Son calme contrastait violemment avec la tempête qui régnait dans l'esprit de Louise. Y a-t-il un endroit particulier où elle aurait pu se cacher? Quelque chose qui l'aurait fascinée? Louise secoua la tête, les larmes menaçant de déborder. Elle aime explorer, mais jamais au point de partir si loin. Elle sait que je ne veux pas qu'elle s'éloigne. Pierre esquissa un sourire rassurant avant de se relever. « Bien,
Laissez-moi faire. Je vais interroger l'équipage et les passagers. Restez ici au cas où Clara reviendrait d'elle-même. » Puis, d'un pas résolu, il disparut dans l'allée. Louise le suivit des yeux, espérant contre toute logique qu'il puisse accomplir l'impossible. Les recherches de Pierre étaient aussi systématiques qu'implacables. Chaque recoin de l'avion était inspecté. Les compartiments à bagages, les toilettes, même la cuisine exiguë de l'équipage. Il interrogea un à un les passagers, notant les détails les plus anodins. Personne n'avait vu Clara quitter son siège, mais une anomalie retint son attention. Une passagère de l'allée 34 semblait nerveuse. Ses mains tremblaient alors qu'elle répondait aux questions. Pierre nota son nom, Lina Santos, une hôtesse hors service voyageant en tant que passagère. Lina hésita longuement, son regard fuyant trahissant une nervosité palpable. Elle finit par marmonner qu'elle n'avait pas remarqué de petite fille et se replongea dans un mutisme tendu. Pierre prit note de son attitude, non sans une pointe de scepticisme. En retournant vers le poste de commandement, il croisa le commandant Victor Aubry. Ensemble, ils examinèrent les données des caméras de surveillance situées dans certaines parties de l'avion. Étrangement, aucune trace de Clara n'apparaissait après le moment où elle avait quitté son siège, comme si elle s'était effacée de l'objectif. Un frisson parcourut Pierre. Il avait vu beaucoup de choses étranges au cours de sa carrière, mais jamais une disparition aussi énigmatique. Louise, quant à elle, attendait, son regard fixé sur la porte de la cabine, éperdue d'espoir. Pour Pierre, une certitude s'imposait. Il y avait une explication, mais elle échappait encore à toute logique apparente. Chapitre 3. La mémoire qui vacille. Le bourdonnement régulier des réacteurs emplissait la cabine, presque apaisant dans sa monotonie. Mais pour Louise Garnier, le son était devenu une toile de fond oppressante, martelant sa conscience d'une question sans réponse. Où était Clara ? L'avion était plongé dans une lumière tamisée, les hublots occultés pour que les passagers puissent trouver un semblant de repos. Louise, elle, restait figée dans son siège, les mains tremblantes serrées sur l'accoudoir. Les images floues de la dernière fois où elle avait vu Clara se rejouaient en boucle dans son esprit. Elle se revoyait, sourire, jouer, compter à voix haute alors que Clara disparaissait dans l'allée. Mais à mesure que les minutes s'égrenaient, ses souvenirs perdaient en netteté. Louise avait l'impression qu'une brume envahissait sa mémoire, brouillant les contours de ce qui s'était passé. Une voix familière émergeait parfois. Et si elle n'avait jamais été là? Cette pensée la terrifiait. Elle n'osait pas y faire face, mais elle revenait, insidieuse, la laissant désemparée. L'équipage continuait ses recherches. Pierre Marchand était revenu plusieurs fois lui poser des questions, chacune plus précise que la précédente. De quel côté est-elle partie? Avait-elle dit quelque chose avant de s'éloigner? Portait-elle un objet particulier? Chaque interrogation était une lame dans son esprit fatigué. « Je ne sais plus », répondait-elle parfois, honteuse de son incapacité à se souvenir. Plus elle essayait de se concentrer, plus les souvenirs s'échappaient comme du sable entre ses doigts. Clara était-elle partie vers l'avant, vers l'arrière? La dernière image précise était celle de sa fille riant aux éclats, serrant son lapin en peluche contre elle. Après cela, rien. Elle ferma les yeux et inspira profondément.
Sa respiration était saccadée, presque douloureuse. « Ce n'est qu'un cauchemar », murmura-t-elle à voix basse, espérant que les mots lui apporteraient d'un semblant de réconfort. Mais en rouvrant les yeux, la réalité de l'avion, du personnel affairé et des passagers murmurants lui revenait de plein fouet. Une hôtesse s'approcha doucement, portant un verre d'eau et un regard empli de compassion. Louise voulut lui sourire, mais ses lèvres ne parvinrent qu'à esquisser une ligne tremblante. « Madame Garnier, prenez une gorgée, » proposa-t-elle. « Cela vous aidera peut-être à vous calmer. » Louise accepta le verre, mais ses mains tremblaient tellement que l'eau se renversa sur le plateau. Elle murmura des excuses que l'hôtesse balaya d'un signe de la main. « Vous savez, j'ai vu beaucoup de choses à bord des avions, » dit l'hôtesse d'une voix douce. « Parfois, le stress et la fatigue peuvent jouer des tours. » Louise sentit son corps se raidir. Elle déposa le verre sur le plateau avec une précision exagérée avant de relever les yeux. « Vous insinuez que je suis en train d'imaginer tout cela ?» Sa voix tranchante malgré sa faiblesse. L'hôtesse secoua la tête avec un sourire maladroit. « Pas du tout, madame. Je veux seulement dire que tout cela peut paraître flou. Peut-être que des souvenirs reviendront quand vous serez plus reposé. » Mais ce mot, flou, résonnait dans la tête de Louise comme une sentence. Ce n'était pas seulement sa mémoire qui lui échappait, c'était une part d'elle-même. Clara était réelle, elle le savait. Mais pourquoi avait-elle alors l'impression que le reste du monde commençait à en douter? Pierre Marchand la réveilla de ses pensées en revenant une fois encore. « Nous avons examiné les vidéos de surveillance, Madame Garnier, » dit-il, le visage fermé. « Aucune trace de Clara. Cela ne signifie pas qu'elle n'était pas là, mais il laissa sa phrase en suspens, son silence éloquent. » Louise sentit une nouvelle fois l'étranglement de la panique. Elle n'était plus sûre de ce qu'elle devait croire. Mais une chose était certaine, si Clara était en danger, elle ne pardonnerait jamais à ceux qui remettaient en question son existence. Un voile sombre s'abattit sur son esprit. Il lui fallait des preuves, des indices, quelque chose pour étouffer cette déchirante question qui grondait dans sa tête. Et si tout cela était de ma faute? Chapitre 4. Le biscuit. L'avion continuait sa traversée nocturne, suspendu entre deux continents, son ventre rempli de passagers endormis ou réveillés par une inquiétude diffuse. Dans la lumière tamisée de la cabine, l'allée centrale semblait s'étirer indéfiniment, comme un corridor menant vers une réponse insaisissable. C'était pourtant ici que tout avait commencé, ou plutôt fini. Clara avait disparu quelque part dans cet espace si familier et pourtant devenu si énigmatique. Pierre Marchand, le responsable de la sécurité, arpentait cette allée avec une méthode froide et calculée. Chaque pas était une tentative de recoller les fragments invisibles d'un puzzle qu'il ne parvenait pas encore à saisir. Il s'était arrêté à l'emplacement exact où Louise avait vu Clara pour la dernière fois. L'allée était banale, bordée de rangées symétriques et de rideaux légèrement ondulants. Mais quelque chose clochait. Pierre se pencha, scrutant le sol et les interstices entre les sièges au fond de l'avion. Une dizaine de sièges étaient vides. Il repéra un biscuit écrasé au sol. Pourtant,
Aucun passager n'était censé venir ici. Aucun siège réservé. Le biscuit provenait peut-être du vol précédent. Ou peut-être Clara. Il fronça les sourcils. Un indice? Une farce? Il mit précieusement le biscuit dans un sachet plastique de l'équipage pour l'analyser plus tard. Pierre se redressa, croisant le regard de Lina Santos, l'hôtesse hors service. Elle l'observait depuis un coin, comme si elle redoutait de s'approcher. « Rien d'inhabituel ici, n'est-ce pas ?» demanda Pierre d'un ton neutre. Lina haussa les épaules, son regard s'évitant de croiser le sien. « Tout semble normal, » murmura-t-elle. Pierre continua de l'observer, puis, avec un soupir, se retourna vers l'allée. Normal. Ce mot avait perdu tout son sens depuis que cette disparition avait été signalée. Louise, quant à elle, se tenait au bout de l'allée, immobile, ses yeux fixés sur les rideaux qui masquaient la section des toilettes. C'était là que Clara avait disparu. Mais maintenant, cet endroit lui apparaissait comme une scène dénuée de vie. Les questions de Pierre lui revenaient en écho. Clara était-elle passée par ici? Avait-elle réellement joué dans cet espace? Une petite voix émergente était venue semer le doute dans son esprit. Une voix qu'elle étouffait autant qu'elle pouvait. Et si tu avais imaginé? L'idée était insupportable. Louise se redressa et décida de franchir le rideau. Une fois de l'autre côté, elle trouva l'équipage occupé à discuter, chacun vérifiant des notes ou des listes. Aucun d'eux ne semblait concerné par ce qu'elle vivait. Elle se sentit invisible. Pierre la rejoignit peu après, un carnet de notes à la main. « Je vous assure que nous allons examiner chaque possibilité, Madame Garnier, » dit-il doucement. « Mais pour l'instant, je dois vous poser une question importante. Vous êtes certaine que Clara... » Il s'interrompit. Louise n'avait pas besoin qu'il finisse sa phrase pour comprendre ce qu'il insinuait. Elle se tourna brusquement, préférant fuir son regard, et retourna vers son siège. Plus tard, alors que le calme régnait à nouveau, Louise s'aventura dans l'allée centrale. Elle marchait lentement, les yeux scrutant chaque détail, chaque recoin. Elle s'arrêta net. Une étrange sensation l'envahit. Le sol semblait vibrer sous ses pieds. Elle posa une main contre le dossier d'un siège pour retrouver son équilibre. Mais la sensation disparut aussitôt. Elle se pencha, examinant le tapis qui couvrait le sol. Rien. Peut-être était-ce sa fatigue ou l'avion lui-même, mais cette brève impression la troubla plus qu'elle n'osait l'avouer. Au même moment, Pierre, qui était à quelques rangées, releva la tête. Il semblait observer Louise avec intensité, mais son regard se perdit rapidement sur l'allée centrale. Le silence était épais, presque palpable, comme si l'avion retenait son souffle. L'étrange biscuit dans sa poche semblait peser lourd, une présence absurde dans ce puzzle, sans logique. Une intuition le taraudait. Et si ce qu'il cherchait n'était pas un indice, mais une preuve que tout cela dépassait l'entendement? Il garda le regard rivé sur Louise, se demandant si elle percevait, elle aussi, l'étrange fracture qui semblait déchirer cet avion. Et la réalité elle-même. Et la réalité elle-même. Et la réalité elle-même.
Chapitre 5. Le pull. Pierre Marchand, fatigué mais toujours concentré, tenait dans ses mains le pull que Louise lui avait remis plus tôt. Le tissu semblait ordinaire, une matière douce et légèrement usée par le temps. Pourtant, quelque chose dans cet objet le troublait, une intuition sourde, renforcée par l'état du vêtement. Un trou visible sur l'une des manches, des fibres excessivement usées et des couleurs ternes, bien éloignées du style soigné et raffiné qui semblait caractériser Louise, presque viscérale, l'incitait à l'examiner encore et encore, comme si une réponse s'y cachait, juste hors de portée. Pierre plissa les yeux, cherchant une explication rationnelle. Il tenta de se souvenir précisément du moment où Louise avait sorti ce pull de son sac. Oui, elle l'avait extrait d'un petit sac à dos, à peine assez grand pour contenir quelques effets personnels. Ce détail commençait à le déranger. Pourquoi un second pull dans un espace aussi réduit? Qui plus est, un pull que Clara n'était censée ni porter ni posséder ce jour-là. Il repassa mentalement les propos de Louise. Clara portait-elle un pull rouge à un moment donné? Ou peut-être n'en portait-elle pas du tout? Les mots de Louise s'entremêlaient dans sa mémoire, comme s'ils se dérobaient à lui. Et ce sac, ce petit sac cabossé, pourquoi semblait-il contenir des éléments qui ne collaient pas à l'histoire racontée? Pierre serra les mâchoires. Une nouvelle question émergeait, plus troublante encore. Et si Louise elle-même ne savait plus ce qui était réel ou imaginé? Cette pensée lui laissa un goût amer. Jusqu'à présent, il avait traité cette disparition comme une affaire rationnelle. Mais ce détail, ce simple pull, venait fissurer la logique de l'ensemble. Il releva la tête, observant Louise qui regardait par le hublot, les yeux perdus dans l'obscurité extérieure. Était-elle victime de son propre esprit, ou était-ce lui qui commençait à douter de tout? Le pull marron, posé devant lui, semblait presque vibrer sous la lumière, comme s'il portait en lui une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Chapitre 6. Sur le tarmac. La voix grave et posée du commandant de bord s'éleva dans la cabine, apportant une note d'équilibre après des heures de tension. Mesdames et messieurs, nous amorçons notre descente vers l'aéroport de Singapour. Nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures, redresser vos tablettes et ranger vos appareils électroniques. Les hôtesses de l'air circulaient avec efficacité, vérifiant que tout était en ordre. L'avion semblait retrouver une apparence de normalité, mais l'ombre de Clara planait toujours sur l'espace conféré aux passagers. Louise, assise sur le bord de son siège, les yeux rougis par l'angoisse et le manque de sommeil, fixait la lumière clignotante des ailes de l'avion par le hublot. L'atterrissage fut fluide, mais l'ambiance à bord resta lourde. Une fois le train d'atterrissage posé sur la piste, le commandant reprit la parole. Mais cette fois, son ton était plus grave. Nous vous informons que l'avion restera immobilisé sur le tarmac pour une inspection complète. Une équipe de sécurité de l'aéroport de Singapour se joindra à nous afin de poursuivre les recherches concernant la disparition de l'enfant signalé durant le vol. Nous vous demandons de rester assis et attachés jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. Une vague d'inquiétude traversa la cabine. Les murmures s'élevèrent comme une marée montante. Entre indignation
et curiosité. Louise n'avait pas bougé, le regard fixe, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Pierre, de son côté, conservait un calme apparent, mais ses gestes précis étaient empreints d'une urgence sous-jacente. Les membres de la sécurité montèrent à bord, équipés de lampes puissantes et de dispositifs de détection. Ils commencèrent à inspecter l'avion, passant chaque rangée au peigne fin, soulevant les sièges, ouvrant les compartiments et fouillant les soutes à bagages. Les minutes s'étirèrent en heures. Rien. Pas le moindre signe de Clara. Pas une seule trace susceptible d'expliquer son absence. Lorsque les officiers annoncèrent qu'ils avaient terminé leur recherche, un silence était tombé sur la cabine. L'absence de réponse pesait comme une chape de plomb sur l'ensemble des passagers. Pierre, n'étant pas homme à se satisfaire d'un échec, décida de poursuivre ses investigations. Il s'approcha des passagers, assis derrière Louise, un couple âgé qui avait rejoint leur siège en dernier. « Excusez-moi, mais avez-vous vu une petite fille, Clara, assise ici ou passant dans l'allée pendant le vol ?» Le vieil homme hocha négativement la tête. « Non, nous étions parmi les derniers à monter à bord. Nous avons surtout fait attention à ranger nos affaires. Je suis désolé. » Pierre, d'un signe de tête, les remercia avant de retourner vers l'avant de la cabine, où Louise le regardait avec des yeux emplis de questionnement. Un doute profond l'envahit soudain. Et si cette petite fille n'avait jamais été dans cet avion? Pour chasser cette idée troublante, Pierre se rapprocha discrètement d'une hôtesse et demanda « Pourriez-vous me montrer la liste des passagers avec leur numéro de siège, s'il vous plaît ?» Lorsqu'il l'eut entre les mains, ses yeux balayèrent la liste avec rapidité jusqu'à ce qu'il s'arrête brusquement. Une expression de surprise mélangée d'incompréhension se dessina sur son visage. Chapitre 7. Le siège B75. La feuille des passagers entre les mains, Pierre fixait le nom écrit noir sur blanc, Clara Garnier, siège B75. Ses pensées tourbillonnaient, son cœur s'allégeant brièvement de l'oppressant doute qui l'avait hanté depuis plusieurs heures. La petite fille était bien enregistrée, son nom inscrit aux côtés de celui de Louise. Il avait cru, ne serait-ce qu'un instant, que Louise pouvait avoir imaginé toute cette histoire. Cette pensée le frappait maintenant comme une trahison envers elle. « J'aurais dû avoir plus confiance », murmura-t-il en serrant la feuille entre ses doigts. Alors qu'il relevait les yeux, Louise s'approcha doucement, son visage fatigué et tiré par l'inquiétude. Elle semblait prête à affronter un refus, ou pire, une nouvelle question remettant en cause ce qu'elle vivait depuis le début du vol. « Est-ce que je peux rester un moment ? Juste le temps que vous refouilliez l'avion ? Peut-être qu'elle est là, quelque part, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Pierre se sentit envahi par une vague de culpabilité. Il avait douté d'elle, de son intégrité, et maintenant, il avait cette feuille entre les mains. Une preuve que Clara existait bel et bien et qu'elle était enregistrée à bord. « Madame Garnier, je suis désolé. Je vais tout faire pour la retrouver. Mais pour l'instant, je dois vous demander de sortir de l'avion. C'est la procédure de sécurité. Je vous rejoindrai dans quelques minutes, promit-il. Louise hésita,
puis acquiesça faiblement. « Merci » murmura-t-elle, avant de tourner les talons et de quitter la cabine, son énergie semblant s'échapper avec elle. Lorsque Pierre se retrouva seul avec le personnel navigant, le silence s'épaissit autour de lui. Les récents événements avaient laissé une empreinte étrange sur l'atmosphère, comme si l'avion lui-même était devenu le théâtre d'une réalité distordue. Il jeta un coup d'œil à la feuille pour la ranger, mais son regard s'arrêta sur un détail troublant, une anomalie. Les cases prévues pour marquer la vérification des passagers à leur siège étaient vides. Pas un seul trait de stylo, pas la moindre marque indiquant que l'hôtesse avait vérifié la présence de Clara ou de qui que ce soit d'autre. Son sang se glaça. Pourquoi n'ont-ils pas fait le checking ? Murmura-t-il pour lui-même. Il appela une hôtesse qui était en train de réorganiser les compartiments. « Excusez-moi, mais pourquoi cette feuille n'a-t-elle pas été complétée ? Vous n'avez pas fait la vérification des sièges ?» La jeune femme sembla surprise par la question. Elle consulta rapidement la feuille, puis releva les yeux vers Pierre. « Ah, oui. J'étais sur le point de le faire quand un problème a été signalé avec le système de sécurité de la porte arrière. Je suis allé aider à le résoudre et, ensuite, avec la disparition et les recherches, je n'ai pas eu le temps de revenir à la liste. Je suis désolé. » Pierre sentit une nouvelle vague de doute s'insinuer en lui. Rien ne prouvait désormais que Clara était bien dans l'avion. Aucun passager ne l'avait remarqué, aucun signe ne permettait de confirmer sa présence au-delà de son nom sur la liste. Il regarda la feuille une dernière fois, puis releva la tête, l'air sombre. « Il faut que je voie les enregistrements des passagers », murmura-t-il. Et avec cette pensée, le doute qu'il avait cru dissipé revint plus lourd que jamais. Chapitre 8. L'écrivain enquêteur. Le calme pesant de la cabine fut perturbé par l'arrivée d'un passager depuis la section avant de l'avion. Alexandre, un homme d'une quarantaine d'années, entra dans l'allée centrale avec une assurance qui contrasta avec la nervosité ambiante. Vêtu d'un costume sobre mais élégant, il avait un regard vif, presque curieux. À quelques pas de Pierre, il s'arrêta et s'adressa directement à lui. Sa voix était posée, mesurée, mais empreinte d'une énergie contenue. « Vous devez être le responsable de la sécurité. Je suis Alexandre Dupuis, écrivain. Je crois que je pourrais vous être utile dans cette affaire. » Pierre l'observa un instant, sur la défensive. L'idée d'intégrer un passager à ses recherches lui paraissait incongrue, mais quelque chose dans l'énergie d'Alexandre le poussa à ne pas le rejeter immédiatement. « Je suis spécialisé dans les enquêtes criminelles. Pas sur le terrain, bien sûr, mais dans mes romans, j'ai écrit plusieurs histoires où les disparitions sont au cœur de l'intrigue. Peut-être que mon expérience fictive peut éclairer votre réflexion ?» Pierre haussa un sourcil. L'offre était aussi audacieuse qu'étrange, mais Alexandre semblait sérieux, intrigué. Pierre décida de sonder les intentions de l'écrivain. « Je connais aussi un peu Louise Garnier », ajouta Alexandre, comme pour renforcer sa crédibilité. « Pas personnellement, mais de nom. Nous avons un éditeur en commun. Nous nous sommes croisés une fois à un salon du livre. » Pierre l'étudia un instant avant de poser sa question. « Alors, que savez-vous d'elle ?» Alexandre haussa les épaules. « Pas grand-chose.
Ses romans sont connus, bien sûr, et son style, disons qu'il n'est pas étonnant qu'elle soit au centre d'une histoire aussi étrange. Vous savez, les écrivains sont des épicentres de mondes imaginaires. Pierre décida de ne pas poursuivre cet échange. L'écrivain était un passager comme un autre, et son enthousiasme pour les mystères, bien que fascinant, n'avait pas sa place dans une crise réelle. Pourtant, Alexandre ne sembla pas prêt à se retirer. Il mentionna soudain un roman. « Cela me rappelle une histoire. La vie est un roman de Guillaume Musso. Vous l'avez lu ?» Pierre secoua la tête. « C'est l'histoire d'une petite fille qui disparaît dans un appartement verrouillé. Exactement comme cet avion. L'espace est clos, les indices flous. Et pourtant, il continua de décrire les premières pages du roman. Mais Pierre n'écoutait plus vraiment. Les passagers s'impatientaient. Il coupa court. « Je comprends votre point, mais je dois gérer cette crise. Je suis désolé, je n'ai pas le temps. » Pierre se détourna pour rejoindre le commandant de bord et lui proposa de débarquer les passagers. L'idée d'un café chaud, pour les calmer et les faire patienter dans l'aérogare, était bienvenue. Un à un, les passagers quittèrent l'appareil. Pierre les observait, cherchant dans chaque visage un indice, une faille. Enfin, Alexandre, le dernier, s'arrêta devant lui. « Vous ne voulez toujours pas entendre la fin du roman de Guillaume Musso ?» demanda-t-il avec un sourire. Pierre, concentré sur ses recherches, esquissa un sourire distrait. « Peut-être un jour, » répondit-il. Alexandre quitta l'avion, laissant Pierre seul, face à une réalité de plus en plus insaisissable. Chapitre 9. Les fragments de vérité. L'avion était silencieux, vide de ses passagers et de la plupart des membres de l'équipage. Pierre errait dans l'allée centrale, entouré du vide oppressant des rangées parfaitement alignées. Les fouilles minutieuses avaient été infructueuses. Pas une trace de Clara, pas un seul indice tangible. Et pourtant, l'absence de preuves n'étouffait pas le poids étrange qui pesait sur cette disparition. Pierre marchait lentement vers le siège qu'avait occupé Louise. Il s'arrêta devant, fixant cet espace vide qui semblait porter la mémoire d'événements évaporés. Il s'assit sur le rebord, les mains appuyées sur ses genoux, avant de se pencher vers le rangement du siège. Il fouilla avec soin, espérant trouver un objet oublié, un dessin, un jouet, un signe quelconque qu'un enfant avait été là. Mais le compartiment était vide, impeccablement propre. Il soupira et plongea la main dans sa poche pour en sortir un petit sachet plastique. Dedans reposait le biscuit qu'il avait trouvé plus tôt, la seule trace, la seule chose tangible qui pouvait, peut-être, relier Clara à cet avion. Il déposa le sachet sur ses genoux, l'ouvrit soigneusement et sortit le biscuit. En l'examinant, quelque chose attira son attention. Sur le dessus du biscuit, un petit symbole était gravé, minuscule, presque invisible, sans une observation attentive. Pierre rapprocha l'objet de ses yeux. Le symbole était asiatique, une gravure discrète, mais d'une précision nette. Il fronça les sourcils. Ce détail changeait tout. Ce biscuit ne venait ni de Clara, ni de cet avion. Comment avait-il atterri ici? Pourquoi? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit lorsqu'un grésillement brisa le silence. Le talkie-walkie de Pierre vibra. « On vous demande à l'aérogare »,
Monsieur Marchand. Une passagère insiste pour vous parler. Elle dit que c'est très important. » Pierre referma soigneusement le sachet, remit le biscuit dans sa poche et se redressa. L'idée de quitter l'avion lui semblait étrange, comme s'il abandonnait une scène de crime sans résoudre l'énigme. Mais il obéit à l'appel. Peut-être cette passagère avait-elle vu quelque chose d'important? En entrant dans l'aérogare, il sentit une énergie différente. Les passagers, regroupés en petits cercles, discutaient, certains exprimant leur agacement, d'autres partageant des théories. Une hôtesse l'accueillit rapidement et l'escorta vers une femme qui attendait à l'écart, son mari à ses côtés. « Monsieur Marchand, c'est moi qui ai demandé à vous voir. » La femme semblait nerveuse mais déterminée. Elle était habillée avec soin, ses mains jouant nerveusement avec une pochette en cuir. Pierre l'étudia en silence, l'invitant à poursuivre d'un simple hochement de tête. « J'ai reconnu Louise Garnier, » dit-elle d'une voix rapide. « J'adore ses livres. Je suis une fan depuis son premier roman. Je ne savais pas qu'elle était à bord jusqu'à ce que je la voie dans le hall. » Pierre attendit, sans répondre. La femme semblait vouloir exprimer quelque chose de plus profond. Mais elle était nerveuse, comme si elle craignait de paraître ridicule. Quand on nous a dit qu'une petite fille avait disparu, mon mari et moi étions bouleversés. Nous avons vu plein d'enfants jouer dans les allées de l'avion. Et puis, dans le hall, une hôtesse a mentionné que la petite fille s'appelait Clara. Ce prénom, elle marqua une pause, cherchant les mots. Pierre la regardait maintenant, avec une attention accrue. Ce prénom évoque beaucoup pour moi. J'ai une fille qui porte ce nom. Pierre sentit une pointe d'impatience monter en lui, mais il se contint. La femme continua, sa voix prenant une teinte plus grave. « C'est quand j'ai vu Louise que j'ai compris. » Ces derniers mots tombèrent comme une pierre dans le silence. Pierre, frappé par leur intensité, plongea son regard dans celui de la femme. Compris quoi? Dernier chapitre, la révélation. La femme se tenait devant Pierre, le visage empreint d'une sincérité grave. Elle avait parlé avec une telle conviction que ses paroles résonnaient encore dans son esprit. « Il n'est plus nécessaire de chercher Clara dans cet avion », avait-elle dit, d'une voix douce mais implacable. Pierre, pris de court, l'avait fixé, incapable de dissimuler son incompréhension. « Pourquoi dites-vous cela? Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. Le ton teinté d'émotion et de frustration. La femme avait inspiré lentement, comme pour préparer les mots qu'elle était sur le point de prononcer. Clara ne peut pas être dans cet avion parce qu'elle n'existe plus que dans les livres de Louise. Elle est morte il y a longtemps, monsieur. Le choc s'empara de Pierre. Il avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Morte? Que voulez-vous dire? La femme poursuivit avec une tristesse palpable, les mains tremblantes sur sa pochette. Clara était sa fille. Elle est décédée dans un accident de voiture au tout début de la carrière de Louise. C'était en partant vers l'aéroport. Clara est morte sur le coup. Chaque mot était comme un coup de poignard dans l'esprit de Pierre. La femme expliqua que ce n'était pas la première fois que Louise signalait la disparition de sa fille.
2 ans plus tôt, lors d'un vol similaire, tout le personnel de bord avait été mobilisé pour retrouver Clara. Elle ajouta que ce comportement était peut-être lié à un traumatisme non résolu qui ressurgissait à l'approche de l'aéroport. Pierre, abasourdi, répondit avec une question tremblante. « Êtes-vous certaine de ce que vous avancez ?» La femme sortit lentement un livre de son sac. C'était un roman de Louise Garnier. Sur la couverture était inscrite une dédicace. « À ma fille Clara, tu me manques. » Pierre regarda la phrase, sentant son cœur se serrer. Elle écrit toujours une phrase pour sa fille dans ses livres, poursuivit la femme. C'est sa manière à elle de la garder près d'elle. Pierre tourna lentement la tête vers Louise, assise à quelques mètres de là. Elle parlait calmement à des passagers, le visage doux, presque apaisé. Puis il se retourna vers l'hôtesse, qui était restée silencieuse. « Mais pourquoi le nom de Clara est-il sur la liste des passagers ?» demanda-t-il enfin. Cette fois, la femme répondit à la place de l'hôtesse. Elle réserve toujours une place pour elle, parce que, pour Louise, Clara est toujours là, à ses côtés lorsqu'elle voyage. Elle l'écrit souvent dans ses romans. Pierre sentit une vague d'émotion l'envahir. Il remercia la femme et lentement se dirigea vers Louise. Lorsqu'elle le vit approcher, son sourire s'effaça légèrement, remplacé par une expression de questionnement. Pierre, le regard empreint de compassion, lui demanda de le suivre à l'écart. « Nous avons retrouvé votre fille, » dit-il doucement. Louise sourit, un éclat fugace dans les yeux. Elle est restée à Paris. Elle n'a jamais pris cet avion, ajouta-t-il. Louise le fixa, son visage s'assombrissant lentement, comme si un état de choc s'était brusquement interrompu. Ses yeux s'embuèrent, mais elle reprit le contrôle d'elle-même. Son expression changea, se teintant d'une mélancolie douce. Elle acquiesça légèrement. « C'est vrai, que suis-je bête ?» murmura-t-elle, un faible sourire aux lèvres. Pierre, touché par cette scène, lui proposa de la raccompagner à son hôtel. Louise, le visage marqué mais plus calme, accepta. « J'ai un petit creux, » dit-elle doucement. Pierre sourit, cherchant à alléger l'atmosphère. « Dans ce cas, faisons une escale au restaurant, » proposa-t-il. Et ils quittèrent ensemble l'aérogare. 2 silhouettes perdues dans un monde où fiction et réalité semblaient ne jamais vouloir se démêler. Semblaient ne jamais vouloir se démêler. Semblaient ne jamais vouloir se démêler. Semblaient ne jamais vouloir se démêler.